Une simple tribune, parue dans Valeurs Actuelles et signée par de nombreux militaires de tout rang, dont des généraux, destinée à secouer le cocotier de nos dirigeants, n'en finit pas de faire couler des tonnes d'encre, des tonneaux de salive et des kilomètres de pellicule. La meute gauchiste s'est donc déchaînée. Comment? C'est un appel à l'insurrection, une commémoration du putsch d'Alger, que sais-je encore? En réalité, il n'y a rien que de très factuel dans la tribune de nos courageux soldats. Les termes sont alarmistes, mais la situation de notre pays ne l'est-elle pas furieusement? Ah oui, mais il paraît que l'armée, c'est censé être la grande muette. Tu parles, Charles. Quand des militaires retraités vont militer sur les listes d'En Marche, là, pour le coup, il n'y a pas de grande muette qui tienne. Par contre, s'ils viennent dire la vérité, à savoir que notre pays part en quenouille, là, ce sont de vilains, méchants putschistes. Du coup, Macron dégaine les sanctions. C'est plus facile de taper sur des militaires que sur les voyous de banlieue. Mais voilà, gros énorme problème, ich bin. Les Français, eux, soutiennent les pétitionnaires. Ils sont près de 60% à cautionner le contenu de la tribune et près de 50% à envisager avec sérénité une intervention militaire, même non sollicitée, pour mettre fin au bazar. À un an des présidentielles, c'est assez clair comme message, non? La voie pour les candidats est toute tracée, simple, efficace. Pour toute riposte, les journalistes, hommes politiques, ministres et militaires ligotés au pouvoir brandissent le fameux « devoir de réserve », une formule fourre-tout qui ne signifie pas grand-chose, car notre histoire est pleine de militaires qui ont su, au bon moment, élever la voix. Ce sont bien des maréchaux qui ont forcé Napoléon à abdiquer. Ce sont bien des militaires d'exception, comme Foch et Pétain, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, ont su dire non à des décisions stupides du pouvoir et devenir ainsi les artisans de la victoire. Ce sont bien Pétain et De Gaulle qui, dans les années 20 et 30, ont multiplié articles et ouvrages pour contester les choix absurdes des gouvernants. Parly, la ministresse de pacotille, Lecointre, le chef d'état-major de pacotille, Macronor, le chef des armées covidiennes de pacotille, auraient certainement congédié Foch et Pétain en 1917 et mis hors circuit Pétain et De Gaulle dans les années 30. La palme de la nullité revient certainement au tristounet Lecointre qui se donne un mal de chien pour hurler avec les loups macronistes afin de conserver les multiples avantages de sa fonction. Avec de tels chefs, nous perdrions en 4 heures une guerre que nous déclarerait le Vatican, dotée d'une armée redoutable de 7 zouaves pontificaux. Et pourtant, la tribune des militaires fait un tabac dans sa tabatière. Saluons ces courageux militaires. En signant, certains d'entre eux risquent de tout perdre. Ils ont le courage de l'accepter, car ils savent que rien ne sera jamais aussi grave que de perdre la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Qu'est-ce qu'une chimère? Une chimère est une bestiole un peu bizarre. Par exemple, une tête de lion sur un corps de fourmi, comme on en voit dans les livres de mythologie, ou une tête de Macron sur un corps de Covid. Ainsi donc, une chimère est un organisme artificiel alliant 2 espèces différentes. Le genre de tambouille qui ne peut être réalisé par la nature, mais seulement par l'homme. Quand on essaie de mettre en garde les tambouilleurs contre leurs expérimentations chimériques douteuses, ils répondent invariablement « Mais vous exagérez, mon bon monsieur !» et ils continuent à tripatouiller grave, je veux dire, dans leur tambouille. En gros, parler de chimère, cela est complotiste, point final. La question est pourtant tout ce qu'il y a de plus sérieuse, puisqu'elle est en bonne place dans les discussions parlementaires. L'article 17 du trop fameux projet de loi sur la bioéthique veut autoriser l'implantation des cellules humaines sur l'embryon animal. Ce n'est pas du n'importe quoi, ce sont les faits, rien que les faits, cruels, objectifs et têtus.
L'Assemblée est favorable à cette évolution, le Sénat l'a repoussée. Pour l'instant, aucun compromis n'a été trouvé entre les deux chambres parlementaires, mais nous savons que l'Assemblée macroniste aura le dernier mot, évidemment. Qu'est-ce donc que cet infâme micmac biologique que l'on nous prépare? Où est-il le respect de la nature, le respect de l'animal dans tout cela? Le procédé consiste en effet à injecter des cellules souches humaines dans un embryon de porc juste avant le stade de l'implantation utérine. Miam miam, c'est excitant, non? Ce que l'homme imagine, il le fait. Fatalement, inexorablement. Et nous apprenons justement que deux équipes scientifiques, l'une française, l'autre sino-américaine, ont cultivé durant 3 à 19 jours des embryons, cette fois non plus de porcs, mais de macaques, dans lesquels ils avaient ajouté des cellules humaines. Nous y voilà. Où commence l'homme? Où commence l'animal? Sartre avait dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Faudra-t-il rajouter « le loup est un homme pour le loup ». Ça va devenir costaud cette affaire. Certains se plaisent à croire que l'homme descend du singe. Mais en singeant le Créateur, qui a voulu qu'il y ait une hiérarchie chez les êtres vivants, l'homme avilit profondément sa nature et se ravale au rang du singe. Quelle catastrophe! Tante Bricheton ou Marlène Schiappa d'amour ravalée au rang de guenon. Horreur, malheur! Cette évolution de la recherche ne doit pas nous étonner. Il n'y a pas d'un côté les savants fous repoussant toujours plus loin les limites de la recherche et de l'autre les défenseurs courageux d'une bonne mère nature. Les expérimentations sur les chimères ne sont que le revers de la médaille de cette conception néo-écologiste pour laquelle l'homme n'est qu'un animal comme les autres. Et cette vision des choses tend à se répandre dangereusement, y compris chez les catholiques, y compris à Rome. Il est temps de sonner la fin de la récréation et de défendre plus que jamais un discours sans ambiguïté sur l'éminente dignité de l'homme, sommet de la création divine. Non Greta, non François, l'homme n'est pas le frère du cochon, du crapaud ou de l'araignée. En ce qui me concerne, je ne me sens pas cousin des rats d'égout qu'aime tant Hidalgo. Et sur cette conclusion peu ragoûtante, je vous souhaite une très bonne soirée. Il y a des endroits comme ça où il faut être. Il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Dans le genre, il y avait le siècle, le fameux siècle qui réunissait la fine fleur des déconstructeurs, mais qui est devenu beaucoup moins chic et choc depuis que Papa Duhamel a bizarrement suragité son bas-ventre. Heureusement, il reste la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Rien que ça. Ligue internationale, enfin, elle se la pète grave, la LICRA, car elle est surtout active en France. Bon, la LICRA, c'est un peu en 5 lettres l'incarnation du camp du bien, la perfection, le modèle à suivre, la merveille des merveilles. Il y a quelques jours de cela, la LICRA a donc décidé d'admettre dans son comité d'honneur, qui est un cercle de vertu très sélect, 2 de nos anciens premiers ministres, j'ai nommé Manuel Valls et Édouard Philippe. Ça, c'est une distinction de premier ordre, c'est au moins aussi important que d'être élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Quoi qu'ils ont fait ces deux-là, ces deux garnements, pour mériter une telle mise au pinacle? On apprend donc, à la faveur d'un communiqué, que Manuel Valls s'est manifesté tout particulièrement par son engagement, je cite, « contre le racisme et l'antisémitisme, notamment lors des attentats de 2015 », fermez les guillemets, ainsi que par, ouvrez des guillemets, son courage à défendre la laïcité et la fraternité. Fermez les guillemets. Ah bon? Je triture fébrilement ma fossette du menton et je me pose la question, mais qu'a-t-il fait au juste au moment des attentats de 2015? Alors qu'il était au pouvoir, il n'a pas réussi à les empêcher,
m'est avis que ce n'est pas ça qui lui a permis d'être distingué. Peut-être qu'il a été décoré parce qu'il a donné des ordres fumeuses aux forces de l'ordre dans les assauts du Bataclan. Tout ça pour protéger la diversité et garantir la liberté d'expression des terroristes. C'est une forme de fraternité, après tout. Bon, en cherchant bien, il a dû faire 1 ou 2 allocutions télévisées pour expliquer que le terrorisme c'est mal et que les valeurs de la République allaient bien triompher un jour ou l'autre. Il faut croire que c'était tout ce qu'on lui demandait. Ça a même suffi à faire oublier sa sortie un peu malvenue sur les Roms qu'il fallait réexpédier manu militari en Roumanie et en Bulgarie. Donc, en gros, le Manuel Valls n'a au mieux rien fait, au pire très mal fait. La LICRA a des choix bizarroïdes. Qu'a fait Édouard Philippe, le phénix du Havre, l'Apollon du pont de Normandie? Quel service brillant et inestimable a-t-il donc rendu à la cause de l'antiracisme? Je me retriture à nouveau fébrilement ma fossette du menton. Eh bien, chers amis, nous ne saurons pas ce qu'Édouard Philippe a fait pour la cause de l'antiracisme. Sur ce sujet, la LICRA est restée obstinément muette, sans doute parce qu'il y a des évidences qui se passent de toute explication, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ils ne m'ont pas l'air très exigeants au comité d'honneur de la LICRA. J'ai donc décidé de tenter ma chance. Je vais essayer de me faire admettre au comité d'honneur de la LICRA. Sur cette joyeuse conclusion, je vous souhaite une excellente soirée. Le grand Zemmour n'est pas encore candidat déclaré, mais il a déjà toute la meute des ligues de vertu gauchistes aux trousses. Sus au Zemmour! En effet, pour se débarrasser d'un candidat gênant à des élections, quel meilleur moyen que de lui coller de bons vieux scandales de mœurs sur le dos? Du coup, l'on va remuer les fonds de culotte pour lui bâtir une bonne vieille réputation sulfureuse à faire fuir les électeurs, plutôt les électrices culottées ou déculottées. Seulement, les journaleux ont beau fouiller le fond du tiroir à culottes, ils peinent à extirper de la matière un tantinet crédible. Voyez plutôt, après l'affaire Gaël L'Enfant et son illumination post-traumatique dans les rues d'Aix-en-Provence, Mediapart, tiens, comme c'est bizarre, vient nous sortir de derrière les fagots plusieurs plaintes de jeunes femmes qui auraient eu à subir les assauts déplacés du monstre. Pour commencer, elles sont toutes anonymes ou presque. C'est bien commode, l'anonymat. Cela permet de révéler en toute quiétude et sans peur de représailles des choses absolument atroces. Chastes oreilles s'abstenir. Comme cette logeuse dit-elle, qui avoue que l'affreux bonhomme s'approche de vous pour vous dire bonjour. « Maman, l'affreux veut m'ôter ma vertu !» Ou comme cette journaliste de CNews qui révèle qu'un jour, Zemmour le terrible, le libidineux Éric, a osé l'appeler « ma belle » alors qu'elle est mochissime, et lui a demandé de lui rectifier la cravate avant son passage à l'antenne, alors que tout pendouillait paisiblement, la cravate comme le reste. Contactée par la presse, la journaliste ainsi agressée n'a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires. Comme on la comprend, difficile de surmonter un tel traumatisme, d'avoir des idées claires après un geste d'une audace pareille. Dites, de vous à moi, il va falloir que je me surveille moi aussi. Quand je pense que la semaine dernière, j'ai tendu son blouson à une stagiaire de TV Liberté, aïe, mais je suis obsédé ou quoi? Et Élise Blaise va sûrement me coller un procès parce que je lui ai pincé le bras avant l'enregistrement de cette chronique. Ça commence par pince-mi, pince-moi, et l'on ne sait où cela peut s'arrêter. Par les temps qui courent, je risque gros, très gros. Revenons à notre Zemmour. La manœuvre est quand même vraiment énorme et je doute de son efficacité. Pour les gens de gauche, de toute façon, l'affaire est entendue et Zemmour est un salopard. Donc, pourquoi en rajouter? Et pour les gars de droite, les indécis, les observateurs, qui ne sont quand même pas tous des perdreaux de l'année, cet acharnement médiatique bâti sur du vent risque d'avoir l'effet inverse. Faire encore un peu plus de notre ami Zemmour une victime de la caste gauchiste, un martyr à la cause
cause du bon sens et du droit et accroître encore un peu sa popularité. En attendant, il a choisi sa ligne de conduite, laisser couler, laisser filer et aller se choisir une nouvelle cravate. C'est le meilleur moyen de discréditer toute cette bande de complotistes à 3 balles. Je vous souhaite une très bonne soirée. La politique de la ville. Voilà encore une belle formule de politicard, bien creuse, mais qui sonne bien et qui se traduit bien sûr par une bonne dose d'idéologie et de gaspillage de fonds publics. On s'en doutait, mais quand on se penche sur le détail des chiffres comme viennent de le faire nos amis de contribuables associés, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Allez, aujourd'hui c'est l'auto. Dites un chiffre, on verra si vous gagnez le gros lot. Depuis les années 1970, combien d'euros ont été dépensés pour la politique de la ville en France? La réponse doit être donnée en milliards. 10? 20? 50? Non, non, pas du tout. Toujours plus haut, toujours plus haut. 100? 200? On s'en rapproche, ça brûle comme dans les banlieues chaudes. Encore un petit effort. Allez, je vous aide. Entre 200 et 400 milliards d'euros. Fichtre diantre, mais c'est pas possible, comme disait ma grand-mère les jours où elle était un peu agacée parce qu'elle avait mis, par erreur, la soupe à cuire dans la machine à laver la vaisselle. Mais au fait, la politique de la ville, c'est quoi ? Ah, mais si, nous le savions, ça ôterait beaucoup de charme à l'exercice, voyez-vous. La politique de la ville, c'est un espèce de fourre-tout qui rassemble de la rénovation urbaine, c'est-à-dire l'entretien de bâtiments énormes en verre et en béton, moches, mal conçus et inutiles. Des subventions aux associations, dont un certain nombre n'existent que sur le papier et ne servent à rien sur le terrain, sauf peut-être à faire prospérer l'idéologie indigéniste et socialiste de la gauche et à engraisser financièrement des armées de salariés qui ne travaillent que très peu dans les dites associations, voire pas du tout d'ailleurs. Des aménagements récréatifs pour être sûr que les pauvres petits banlieusards disposent bien de terrains de foot, de handball, de basket ou de piscine et autres joyeusetés, le tout étant évidemment dernier cri et le tout étant généralement dégradé dans un laps de temps d'1 à 2 semaines. Bref, je ne vous fais pas le tableau complet, je pense que vous voyez l'idée. Et le pire, c'est qu'en fait, si je vous dis entre 200 et 400 milliards, cela signifie qu'en gros, il y a environ 200 milliards qui se baladent dans la nature et dont on ne sait pas trop à quoi au juste ils ont servi. Mais c'est important, la politique de la ville, c'est la proximité, le concret, le quotidien des gens. Les magouilles, les assos, les passe-droits. Bref, c'est le b.a.-ba de la politique, la rampe de lancement par excellence. Jacques Chirac l'avait très bien compris en son temps. Aujourd'hui, Anne Hidalgo-Foldinguette l'a très bien compris. Avec sa politique de la ville à elle, elle saccage peu à peu Paris. Elle s'imagine donc qu'elle est tout à fait légitime pour gagner les élections présidentielles de 2022 et donc pour saccager la France en 5 ans. Je vous souhaite une excellente soirée.